je suis Jean-Noël Darny, je suis directeur de Sainte-Geneviève, donc à Versailles. Et peut-être la particularité qui peut vous intéresser, c'est qu'avant d'être directeur de Sainte-Geneviève, j'ai en fait fait un métier d'ingénieur, puisque j'ai exercé dans l'industrie de l'aluminium pendant une trentaine d'années, avant donc de venir au monde de l'enseignement. Donc je connais un petit peu les métiers d'ingénieur pour les avoir vécus, donc je pourrais, si vous le souhaitez, répondre à vos questions sur ce domaine. Alors, nous vous proposons deux temps. Nous allons vous donner dans un premier temps des informations générales sur les cursus en classe préparatoire et puis, très important, sur les profils en classe préparatoire. D'abord, pour faire une classe préparatoire en général et puis de façon plus fine suivant les filières. Nous parlerons aussi, bien sûr, des débouchés. Et puis, deuxième volet que nous souhaitons important et très actif, nous répondrons à toutes les questions que vous pouvez vous poser. Alors, commençons par les informations. Alors, sur cette première diapositive, vous voyez deux photographies. À droite, des jeunes gens en uniforme qui ont intégré. Alors, le premier rang, je ne sais pas si vous voyez bien, qui ont la mine réjouie. Alors là, vous me direz, c'est tout à fait normal. Et ce qui est intéressant à gauche, une classe de première année, en classe préparatoire, autour de deux de ses professeurs. Eux aussi ont la mine réjouie. Donc nous voulons vous dire aujourd'hui, on peut faire et on doit faire une classe préparatoire dans la bonne humeur et l'enthousiasme. C'est intense, mais c'est gai. Alors, comment s'inscrivent les classes préparatoires dans le CPGE, dans l'architecture de l'enseignement supérieur, avec, vous le savez maintenant, le LMD. Au sortir de la terminale, 2 années de classe préparatoire qui permettent, donnant un niveau L2, de présenter les concours des écoles d'ingénieurs et d'accéder ainsi à ces écoles, également les écoles normales. Et au sortir de ces 3 années, vous êtes à un niveau master. D'ailleurs, je dirais... oui, pardon. Je voulais juste ajouter, maintenant, les classes préparatoires sont tout à fait habilitées à vous décerner des crédits, les ECTS, qui vous permettraient, si vous le souhaitez, d'aller présenter votre candidature dans les universités en France et a priori européennes. Oui, je voulais simplement ajouter qu'en classe prépa, la première année ne se redouble pas. Donc il faut travailler fort dès la première année, car elle ne se redouble pas. Alors généralement, la plupart de ceux qui rentrent en première année et qui s'accrochent et qui travaillent passent en deuxième année. D'ailleurs, souvent au même endroit. Nous, à Sainte-Geneviève, on garde tous les élèves en deuxième année, quelques très rares exceptions. Je pense que c'est à peu près pareil chez vous. En revanche, la deuxième année, elle, peut se redoubler, et on appelle ça souvent cuber ou faire 5 demi. Si à la fin, lorsqu'on passe pour la première fois les concours, on estime qu'on n'a pas obtenu l'école que l'on espérait pouvoir avoir, ou si on a eu un accident, ça peut arriver lors des concours, eh bien on peut recommencer, redoubler la deuxième année et représenter les concours une deuxième fois. Alors il ne faut pas le faire à la légère, parce que dans tous les concours d'école d'ingénieurs, il y a un avantage donné à ceux qui présentent le concours pour la première fois. Il y a ce qu'on appelle des points de 3,5. Donc, si vous refaites l'année suivante exactement les mêmes notes, eh bien, vous serez moins bien classé. Vous voyez, donc il faut quand même le faire à la légère et ne pas le faire à la légère. Et la plupart des élèves vont intégrer dès la première fois qu'ils passent les concours. Ceux qui vont redoubler sont environ 15%, 15 à 20% statistiquement dans nos classes. Alors, que peut vous apporter le fait de faire une classe préparatoire? Vous ne serez pas surpris, je vais vous dire beaucoup de choses. Bien sûr, une formation pour les classes préparatoires scientifiques, une formation en sciences d'excellente qualité, mais également
écoles d'ingénieurs font des carrières en dehors du domaine de l'ingénieur, dans le commerce, la finance, le management. Et de surcroît, une des grandes forces en classe préparatoire est d'apprendre à absorber un rythme de travail énorme et à avoir une efficacité extraordinaire. Vous entrez en classe préparatoire, vous n'imaginez pas ce que vous allez être capable de faire. On va vous montrer tout à l'heure les horaires. Peut-être certains d'entre vous vont se dire non, là, c'est pas possible, on ajoute à ça le travail personnel, c'est pas vivable. Et bien si, vous allez découvrir que c'est vivable, que c'est même agréable, qu'on arrive à développer son potentiel intellectuel, et toute cette puissance, vous allez pouvoir après la réutiliser dans l'exercice de votre vie professionnelle. Alors, ce qui est intéressant, c'est de savoir que ces filières sont des filières très sûres. Alors, on a l'impression, parce qu'on les appelle des filières sélectives, que c'est dangereux, que si on s'y engage, on ne sait pas trop si on va s'en sortir. En fait, il faut savoir que c'est des filières très sécurisées, même si elles sont sélectives. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'il y a plus de places dans les classes prépa que de candidats. Donc, sous réserve de ne pas être trop gourmand et de ne pas vouloir forcément rentrer dans la meilleure prépa, vous êtes à peu près sûr, si vous êtes déterminé, si vous avez un niveau scolaire correct, vous êtes à peu près sûr de trouver une place dans une prépa. Et dites-vous bien que ce qui va vous faire réussir, ce n'est pas le label de votre prépa, c'est votre travail. Et donc, en définitive, même si vous intégrez une prépa qui n'est pas parmi les plus renommées, vous pouvez tout à fait, si vous travaillez, réussir très correctement, et peut-être même aussi bien que si vous aviez, ou mieux même quelquefois, que si vous aviez été dans une prépa très renommée, vous auriez peut-être été un peu coulé. Et puis la deuxième chose, c'est que lorsque vous allez passer les concours, il y a plus de places dans les écoles d'ingénieurs que de candidats. Donc, conséquence naturelle, tout le monde va trouver sa place, ou quasiment tout le monde. Donc, évidemment, peut-être pas tout le monde à Polytechnique, bien sûr, puisqu'à Polytechnique, il n'y a que 400 places, mais ce n'est pas nécessaire de faire Polytechnique pour réussir sa vie et pour réussir une vie professionnelle passionnante. Vous avez des tas de jeunes qui sont passés par des écoles d'ingénieurs un peu moins connues et qui réussissent bien mieux que beaucoup de polytechniciens qui étaient peut-être très forts en maths, mais auxquels il manquait peut-être quelques qualités de relations humaines ou quelques qualités autres qui ont fait qu'ils n'ont pas forcément si bien réussi leur vie professionnelle. Et puis, il faut savoir qu'en France, on forme 30 000 ingénieurs et c'est 10 000 de moins que ce qu'il faudrait. Donc, résultat, quand on a un diplôme d'ingénieur dans la poche, c'est bien rare qu'on reste longtemps au chômage. Alors, on peut quelquefois avoir besoin de 2 ou 3 mois pour retrouver un boulot parce que ça prend un petit peu de temps. Mais vous voyez, dites-vous bien que c'est des métiers à la fois passionnants, pour les garçons comme pour les filles, parce qu'il y a une tradition qui dit que si on est fille, on ne peut pas faire de métier d'ingénieur, c'est complètement ridicule. Les filles, les métiers d'ingénieur sont tout à fait adaptés aux jeunes filles et à des vies de mères de famille, de jeunes femmes. Donc vous pouvez tout à fait, à l'égal des hommes, hein, et pratiquement toutes les professions maintenant sont vraiment ouvertes à parité. Et c'est une filière en fait de la réussite, comme c'est indiqué ici, bien que sélectif. Alors c'est vrai que vous allez dès le départ dans un monde de compétition. Mais la compétition, c'est tonique, c'est comme dans le sport. Hein. Quand on fait un match amical, voilà, on s'amuse, mais quand on fait un match de son lycée contre un autre lycée, on a envie de gagner. Hein. Il y a la compétition qui est en jeu, qui vous pousse à donner le meilleur de vous-même. Mais voilà, vous allez vous rentrer dans ce monde qui est un monde effectivement un peu compétitif, donc où tout le monde va vous pousser à donner le meilleur de vous-même, mais en lui-même, c'est un monde très sécurisé, puisque vous êtes presque sûr de trouver une place en prépa. Une fois que vous y serez, presque, si vous travaillez, quasiment sûr de trouver une place dans une école d'ingénieur. Et une fois que vous aurez un diplôme d'ingénieur en poche, quasiment sûr de trouver un travail. Hein, donc c'est des éléments qu'il faut bien avoir en tête. Voilà, puis c'est intense comme dans le sport, mais vous avez, comme dans le sport, des coachs, vos professeurs en prépa scientifique, le professeur de mathématiques, le professeur de physique, vous allez les voir plus de 10 heures par semaine, pas par jour quand même, ça ferait beaucoup. De plus, ils vont vous avoir à l'oral, ils vont corriger vos copies, ils vont savoir comment vous fonctionnez intellectuellement et ils vont être
mais c'est vraiment à vos côtés pour vous porter. Et en plus, avec le fonctionnement, vous connaissez au lycée le fonctionnement de classe, c'est tout le groupe qui, je dirais, rame dans le même sens. Donc, l'ampleur du travail, si je puis dire, est divisée par l'aide que vous apportent vos camarades. Un jour, vous avez moins le moral, mais l'un des membres de votre trinôme de colle, lui, ça va, comme on dit, il a la pêche. Il va vous redonner de l'énergie. Et vous voyez, c'est toute cette dynamique avec les camarades et avec l'équipe de professeurs qui est vraiment à votre service. Le prof de maths, il n'a que votre classe. Le prof de physique, il n'a que votre classe. Ça va vous pousser, ça va vous permettre d'avoir vraiment, comme on le disait, la possibilité d'exploiter votre potentiel et petit à petit de reculer vos limites. Alors, quelles sont les qualités requises pour faire une classe prépa? Bon, évidemment, il faut avoir de l'intérêt pour les disciplines enseignées. Comme c'est très intense, vous allez voir les horaires tout à l'heure, on passe beaucoup d'heures à faire des maths, beaucoup d'heures à faire de la physique ou des sciences de l'ingénieur. Si on fait agro, de la biologie, on va y passer beaucoup d'heures, donc il faut avoir du goût. En fait, on ne fait bien vraiment que ce qu'on aime faire. Donc il ne faut pas rentrer dans ces classes à reculons, simplement parce que ça va vous donner un bon métier, ou parce que papa, maman ont dit qu'il fallait rentrer, vous êtes bon en maths, il faut aller en classe prépa. Il faut avoir du goût pour ces matières, parce que vous allez voir que si vous avez du goût pour ces matières, vous allez être servi, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vraiment en profiter et avoir des choses extrêmement intéressantes. La deuxième chose, c'est qu'il faut être motivé et surtout être prêt à s'accrocher. La difficulté en prépa, c'est de ne pas reculer devant les difficultés. C'est une pente assez raide, on l'a dit, hein, et donc forcément vous allez avoir des moments de découragement, forcément vous allez avoir des mauvaises notes, forcément il va y avoir des moments où vous aurez envie de tout plaquer. Si vous avez pris votre décision à la légère, eh bien, dans ces moments-là, vous risquez de jeter l'éponge. Alors ce ne sera pas dramatique, vous pourrez vous réorienter dans telle ou telle autre formation, mais quand même, ce sera un peu dommage. Si en revanche vous avez bien réfléchi et que vous vous êtes dit, je vais tenir bon, au moins jusqu'à la fin de la première année, et puis en fin de première année, généralement on passe en deuxième année, et donc on se dit je vais tenir bon jusqu'au concours, eh bien, si vous avez cette ténacité, vous allez voir que le travail va finir par payer, que les notes vont finir par commencer à progresser, et que vous allez pouvoir vraiment, comme on le disait, repousser vos limites. Et un des éléments clés, c'est l'organisation, car en prépa, on a toujours trop de travail, par définition. On n'a jamais fini. Donc l'important, c'est de savoir s'organiser et de savoir travailler, j'allais dire, efficacement. Et une des clés pour travailler efficacement, c'est de ne surtout pas faire que travailler. Et donc c'est pour ça que dans nos différents établissements, on propose un certain nombre de choses, le sport en particulier ou d'autres activités, pour régulièrement pouvoir s'aérer et pouvoir recharger les accus pour que quand on travaille de manière efficace. Voilà, puis on va également vous demander d'être très attentif et très réceptif aux conseils de vos professeurs pour le plus vite possible les mettre en œuvre. Et nous allons tous chercher à détecter dans vos dossiers pour le recrutement cette aptitude que vous avez à, je dirais, vous laisser entraîner par les conseils des professeurs de façon à changer, je dirais, de mode de vie et de mode de fonctionnement intellectuel. Sur le rythme, vous le savez, ça va changer du tout au tout. Vous passez d'un rythme tranquille, les choses suivent leur cours, vous êtes en classe, vous avez quoi, une petite heure de travail en rentrant, si le ciel s'obscurcit un peu, vous travaillez un peu plus, et tout est résolu par quelques heures de travail supplémentaires. Là, en prépa, il faut une constance dans l'effort. Donc ça va être à apprendre, suivre pour cela les conseils des professeurs. Et puis par ailleurs, intellectuellement, il y a une bascule à faire en mode de fonctionnement. On vous a beaucoup proposé d'étudier les phénomènes scientifiques au travers de la description d'un certain nombre de cas,
Une fois que ces cas sont décrits, on en tire une règle générale exposée plus ou moins précisément, et puis ensuite on vous pose l'un des cas qu'on vous a proposé au départ. Donc, je caricature évidemment un peu, c'est de la reconnaissance de cas. En prépa, vous arrivez, le prof de maths fait son cours, théorème, démonstration, un exemple d'application, après vous arrivez en colle, à l'oral, et moi je me souviens toujours, un élève me dit « Ah mais là, je ne peux pas traiter cet exercice, on ne l'a pas fait. » On n'a jamais vu ce cas. Ben justement, ce qui est amusant en prépa, c'est qu'on traite de nouveaux cas. Mais donc, ça change complètement la mécanique de fonctionnement. Il faut passer de la reconnaissance de cas à j'ai très bien maîtrisé l'outil général de raisonnement et je l'applique à l'analyse et ensuite à la résolution du cas particulier. Et pour faire ça, mine de rien, ça n'est pas simple, il faut donc une bascule. Les professeurs sont là pour vous aider, ils sont très compétents, ils ont l'habitude. Beaucoup l'ont fait avant vous, ça se fait, mais il faut être donc très interactif. Peut-être un point où il faut être vigilant, c'est quand même la prépa est un monde assez rude, parce que comme je le disais, c'est un monde où on est en permanence sollicité, avec beaucoup de travail. Et moi, le seul cas un peu où je déconseillerais de faire une prépa, c'est des jeunes pour lesquels le stress représente une très grosse difficulté, ou des jeunes qui ont eu des difficultés psychologiques un peu lourdes pendant leurs années collège ou lycée, qui ont de l'angoisse par rapport à des difficultés. Là, il faut savoir quand même que la prépa est quelque chose d'un peu décapant. Hein. Et donc, pour des jeunes qui peuvent avoir un peu ce type de profil, il faut peut-être recommander des voies un peu détournées pour aller vers les métiers d'ingénieur. Il y en a. Il y a les écoles, la prépa intégrée, où là, vous rentrez dès la première année dans un parcours sécurisé qui vous emmène jusqu'au bout. Et puis, vous pouvez aller passer par la faculté. Et au bout de la licence, vous avez des passerelles pour revenir vers les écoles d'ingénieurs. Donc, il faut éventuellement choisir, dans ces cas-là, des parcours, j'allais dire, qui sont moins exigeants. Hein. Parce que la prépa reste quand même, il faut le savoir, alors pour la 95% des jeunes, ça ne pose aucun problème, mais pour les quelques-uns qui peuvent avoir les difficultés que j'évoquais, là je parle surtout aux parents, il faut avoir la sagesse peut-être de conseiller aux jeunes de faire des parcours un petit peu moins sollicitants. Alors, quelques conseils en préliminaire. Comme nous disons à nos élèves, ce qui est fait n'est plus à faire. Donc, préparer, bien sûr, le baccalauréat, mais ça ira sans problème. Commencer à préparer, si ça n'est déjà fait, le supérieur. Alors, quelques points qui ne demandent pas, je dirais, un effort énorme, mais sur lesquels, je pense qu'il est bon de s'exercer à l'avance. L'écrit. J'enseigne moi-même en classe préparatoire. J'ai toujours du mal à convaincre mes élèves de justifier la réponse fournie. On me dit, c'est ça. Et comme j'explique, quand il y a une chance sur deux, quand c'est oui ou non, il faut justifier pourquoi on propose le oui ou pourquoi on propose le non. Donc ça demande de traduire dans un français correct une pensée architecturée. Et ça, comme tout, c'est une question d'entraînement. Donc, plutôt vous commencez à rédiger dans le détail les étapes de votre raisonnement, mieux c'est. On va vous demander aussi en classe préparatoire de mettre en œuvre beaucoup, je parlais des raisonnements, dans les raisonnements, beaucoup de logique. C'est bien de vous entraîner à ça. Ça se fait dans les disciplines scientifiques. Ça se fait aussi et beaucoup en philosophie. Donc, soyez attentifs quand vous construisez un raisonnement à bien vérifier la fiabilité, je dirais, de l'architecture logique. Et évidemment, en mathématiques, vous avez tout loisir de vous entraîner pour ça. Et puis, en classe préparatoire, on va vous demander évidemment une architecture logique, mais d'aboutir à un résultat numérique juste, ce qui suppose d'avoir utilisé le formalisme mathématique pour mettre en place, je dirais, le raisonnement logique, et ensuite d'avoir fait correctement une application numérique ordre de grandeur unité. Donc là aussi, si vous pouvez vous entraîner à la systématique de vérifier en physique l'homogénéité d'une formule, vous voyez, donc vous notez
anglais. Et systématiquement, avant chaque devoir, vous vous assurez que vous allez, pendant le devoir en temps limité, y penser. Des petites techniques comme ça pour vous préparer au fonctionnement de classe préparatoire. Et alors, en tout cas, ce qu'il ne faut surtout pas faire pour préparer les classes prépa, c'est commencer à regarder le programme des classes prépa. Ça n'a aucune utilité. Très franchement, croyez-le. Faites bien votre travail de terminale. Entraînez-vous à avoir des bases solides dans ces différents domaines, comme le calcul, comme la rédaction, comme la logique, et ce sera un très bon départ pour la prépa. Alors, on va passer rapidement en revue les différentes filières, mais je pense que vous les connaissez, donc on ne va pas trop s'étendre. En sortie du bac S, vous avez donc 4 filières. Les deux principales, numériquement parlant, sont MPSI et PCSI. Donc MPSI, c'est maths, physique, sciences de l'ingénieur, et PCSI, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Ensuite, vous avez deux filières qui sont un peu plus petites, un peu plus spécialisées, qui sont PTSI, physique, technologie, sciences de l'ingénieur, et BCPST, qu'on appelle aussi agro-veto, qui veut dire biologie, chimie, physique, sciences de la Terre. Alors, il est important, à part BCPST qui débouche sur des écoles très spécifiques, en particulier l'agro ou les écoles vétérinaires, les trois autres, MPSI, PCSI, PTSI, débouchent en fait sur les mêmes écoles. Et il n'y a pas de règles qui disent qu'on a plus de chances de rentrer dans telle ou telle école en passant par telle ou telle voie. Par exemple, MPSI, on peut penser que c'est la voie royale pour ceux qui sont forts en maths. Donc si on se dit, ben, puisque je suis assez bon en maths et que j'ai envie de rentrer dans une très grande école, je vais aller en MPSI, oui, mais la concurrence y est très forte et on va trouver plein d'autres qui sont très bons en maths. Voyez ? Alors que si on va en PTSI, par exemple, là, la concurrence va peut-être être un peu plus limitée et donc on va peut-être pouvoir, même s'il y a un nombre de places plus faible dans les très grandes écoles, avoir également toutes ces chances. Donc, il faut en définitive choisir cette voie essentiellement en fonction de ses goûts et en fonction de ses aptitudes. MPSI, essentiellement le volet mathématique qui est très développé, et donc là, il faut être très à l'aise dans ce qui est conceptuel, il faut vraiment aimer ce qui est conceptuel. Physique, chimie, sciences de l'ingénieur, PCSI, les maths sont importantes, mais un petit peu moins, et là, il faut beaucoup aimer ce qui est l'expérimental, parce qu'en physique, en chimie, il y a énormément de TP, donc il faut aimer être sur une paillasse, faire des TP, d'électricité, d'optique, un certain nombre de choses comme ça. Et PTSI, il faut aimer la technique, il faut aimer les technologies, il faut aimer les sciences, j'allais dire, de l'ingénieur à proprement parler, parce que c'est dans cette filière qu'on va rencontrer une part très importante. BCPST, c'est donc la partie agro. Là, il faut être également très fort en biologie, parce que ça présente une part très importante du programme. Et ça débouche donc, comme je le disais, sur agro-veto, essentiellement. Et puis, vous avez TSI, qui là est la classe prépa disponible pour ceux qui ont fait un bac STI. Alors, il y a des options que vous allez devoir choisir en MPSI et en PCSI en fin de premier semestre. En MPSI, on choisit soit l'option informatique, soit l'option sciences de l'ingénieur. Et en PCSI, on choisit soit l'option sciences de l'ingénieur, soit l'option chimie. Et en fonction des choix d'options que vous avez faits, ça va éventuellement vous orienter différemment pour la deuxième année. Et en deuxième année, vous allez avoir donc MP, qui va être l'essentiel du débouché pour la voie MPSI, PC, qui va être l'essentiel du débouché pour la voie PCSI, la voie PSI, qui récupère des élèves à la fois de MPSI, de PCSI et de PTSI, c'est une voie assez centrale, et puis la banque PT, donc la voie PT, où là, il faut avoir fait une PTSI pour pouvoir y accéder. Alors, quelle que soit l'une des filières
vous a présenté, le gros en volume horaire, en contenu de l'enseignement, va se faire autour mathématiques et sciences physiques, c'est le gros bloc que vous voyez ici en violet, auquel s'ajoutent donc les sciences industrielles pour l'ingénieur, tout ce qui est aspect technologie, la physique au service de la compréhension des systèmes, sauf dans la voie bio, sciences de la vie et de la terre, là, justement, pour la voie bio, à la place, je dirais, de la SI, et puis l'informatique. Donc, vous voyez déjà avec le bloc violet et le bloc bleu, vous avez le cœur de sciences dures qui vous est proposé en filière scientifique. Mais n'oublions pas, j'insiste, ce sont des voies d'enseignement général, donc vous continuez à avoir un enseignement et une validation de concours en français, philo et en langue vivante. Et il est très important que ces disciplines soient bien prises en compte, bien soignées dans l'apprentissage, parce que si leur volume horaire dans l'année est modeste, 2 heures de français philo, 2 heures de LV1, en revanche, leur poids au concours est le double de celui du volume horaire. Donc, c'est une aide, je dirais, précieuse, non négligeable à l'intégration, que d'avoir un niveau correct, voire qui se tient bien dans les disciplines littéraires. Alors, on va passer rapidement sur les horaires des différentes filières, parce que... Voilà, là, c'était juste pour vous montrer, à titre comparatif sur les différentes filières qu'on vous a présentées, le poids relatif maths, physique, chimie, sciences de l'ingénieur. Pour MPSI, PCSI, vous voyez que bien que dans PCSI, il n'y ait pas le sigle, enfin la lettre M pour mathématiques, eh bien il y a, si je puis dire, encore 11 heures de mathématiques contre 13 en MPSI, donc un volume horaire de maths qui est non négligeable. Et le gros bloc, c'est le bloc maths, physique, chimie dans ces filières. Alors sur les débouchés, vous avez donc un certain nombre de concours. Lorsque vous avez fait les voies MPSI ou PCSI, vous passez généralement 3 concours que vous choisissez parmi les 5 que vous avez là. En fait, c'est souvent fait de telle sorte que vous pourriez les passer tous, mais en fonction, disons, de votre niveau, vous privilégiez généralement 3 ou 4 de ces concours. Il y a donc la banque Normale Sup, École Polytechnique, la banque Centrale Supélec, la banque Minpon, la banque qu'on appelle CCP et E3A. Alors c'est un assez gros avantage parce que vous allez passer plusieurs concours séparés, et donc si vous avez un raté, un échec, un gros accident dans l'un des concours, eh bien vous pouvez très bien garder toutes vos chances pour les autres concours. Voilà, là c'était un tableau qui illustrait ce que disait M. Darny tout à l'heure. Pas de choix stratégique à faire. Là, sur les débouchés des filières MPSI, PCSI, donc au concours 3 filières, MP, PC, PSI, nous avons remis dans le tableau le nombre de places pour un certain nombre d'écoles. Si on regarde tel que, en valeur absolue, ce nombre de places, vous allez vous dire, il faut absolument que j'accède in fine à la filière MP. Donc, il faut que j'aille faire MPSI hors MPSI, point de salut. C'est inexact, puisque bien sûr, quel est l'intérêt des écoles d'ingénieurs, c'est de recruter les meilleurs élèves dans chaque filière. Ce qui importe, c'est le rapport du nombre de places au concours sur le nombre d'élèves assis en France dans la filière considérée. Et c'est ce qu'indique l'histogramme en dessous. Vous voyez pour le concours Minpon que le rapport nombre de places offertes sur nombre de candidats est, je dirais, équivalent pour les 3 filières. Donc, pas de choix stratégique, ne pas aller en MPSI si ça n'est pas votre profil parce qu'il y a plus de places, il n'y a pas plus de chances d'intégrer au concours. Bien sûr, comme toute règle en France, il y a des exceptions. Si vous voulez absolument intégrer une école du groupe des arts et métiers, la filière PSI offre en proportion plus de places, donc il faudra aller en PSI, mais PSI qui par ailleurs est accessible soit depuis MPSI, soit depuis PCSI. Et puis si vous voulez aller aux arts et métiers, il y a une idée encore meilleure, c'est d'aller en PTSI, parce que ça c'est vraiment la voie qui prépare le mieux
pour les arts et métiers. Il y a énormément de places, je crois qu'il va y en avoir plus de 400 places réservées à cette filière aux arts et métiers. C'est une voie assez intéressante parce qu'elle est quand même toujours relativement solide en maths et en physique, mais elle a un poids assez fort des sciences de l'ingénieur avec énormément de TP et de TD. Et donc, c'est une voie tout à fait intéressante pour ceux qui aiment les aspects, disons, pratiques et techniques de ces applications physiques. Et puis pour Veto, le poids est avec essentiellement sciences de la vie et de la Terre, alors que vous voyez que la physique-chimie, par contre, est un petit peu plus faible. Alors, je ne vais pas m'étendre, mais vous avez également 3 concours différents pour AgroVeto qui vous permettent d'accéder soit aux écoles normales sup, soit aux écoles d'agro, soit aux écoles de ce qu'on appelle la banque G2E. Alors, on n'est pas là pour vous faire le détail d'admission post-bac. Hein, vous avez certainement dans vos différents lycées des informations. On va en dire 2 mots pour laisser la place surtout à vos questions. Vous savez que vous avez jusqu'au 20 mars pour aller sélectionner un certain nombre de formations. Si vous ne les avez pas sélectionnées avant le 20 mars, après, ce sera trop tard. Ensuite, vous allez devoir envoyer des dossiers papier sur la fin mars et jusqu'à début avril. Attention, hein, c'est début avril pour l'envoi des dossiers papier. Et puis, il va ensuite falloir réfléchir à l'ordre de vos vœux. Et ça, c'est un choix extrêmement important que vous devez faire avant le 31 mai. Un tout petit conseil que nous on donne à tous les jeunes qui nous posent les questions, pour une voie donnée, par exemple si vous avez décidé de faire MPSI, vous avez le droit à 6 vœux. Et nous on recommande de faire au maximum 2 vœux de rêve, c'est-à-dire peut-être des prépas où vous vous dites que vous avez assez peu de chances d'être pris, mais vous avez envie de tenter votre chance parce que c'est vraiment pour vous l'endroit où vous rêveriez d'aller. Ensuite, de mettre 2 vœux de raison, c'est-à-dire 2 prépas pour lesquels vos profs vous disent que vous avez une très bonne chance d'être pris, ça correspond à peu près à votre niveau en fonction de ce qu'ils savent des années précédentes. Et puis, ne pas oublier de mettre à la fin 2 vœux de sécurité. Hein, c'est-à-dire, comme toutes les prépas ne font pas le plein, si vous mettez une prépa qui ne fait pas le plein dans votre dernier vœu, ben vous êtes sûr que vous allez pouvoir au moins rentrer dans celle-là. Et comme je le disais en commençant, c'est le travail que vous fournissez en prépa qui va vous faire rentrer dans une école, et ce n'est pas la magie d'être dans telle ou telle prépa. Et donc vous réussirez peut-être extrêmement bien, même dans le 6e de vos vœux. Hein. Et réfléchissez bien à chacun des couples. Ne vous dites surtout pas, moi je réfléchis bien comment je place les 3 premiers, et puis après je mets dans n'importe quel ordre. Ça c'est une grosse bêtise. Parce que vous ne savez pas à quel endroit le curseur d'APB va s'arrêter. Et si ça se trouve, il va s'arrêter entre 4 et 5. C'est-à-dire qu'il va vous proposer votre 4e vœu, et là, ce sera trop tard pour vous dire « Ah, mais j'aurais préféré mon 5e ». Puisque si on vous propose votre 4e vœu, tous les vœux dessous sont supprimés. Donc réfléchissez bien à chaque binôme de vœux, et vérifiez bien qu'entre 2 prépas que vous avez mis dans vos vœux, c'est bien celle-là que vous préférez à celle-là. Hein, c'est moi vraiment les conseils que je peux vous donner. Et ensuite, vous avez la procédure d'admission, mais vous savez que vous devez répondre oui ou oui, mais c'est assez simple. Oui, puis pour le classement des vœux, soyez bien convaincus que l'ordre dans lequel vous devez les placer est vraiment votre ordre de choix à vous. Hein. Ça n'est pas parce que vous mettez telle prépa en vœu 1 que ça vous donne plus de chances d'y entrer, que la prépa, éventuellement étant sensible à votre choix et le positionnement que vous lui avez donné, va mieux vous classer ou va vous donner un bonus. Nous ne connaissons pas, nous les prépas, quand nous classons vos dossiers, nous ne connaissons pas l'ordre de vos préférences. Et d'ailleurs, la date butoir jusqu'à laquelle vous pouvez changer est postérieure à la date à laquelle nous rendons nos classements. Donc vraiment, soyez libres, choisissez, comme on vous l'a dit, en fonction de notre niveau, en concertation avec les professeurs. Je dirais aussi en complément, pour un niveau égal de classe préparatoire, n'hésitez pas à vous rendre aux portes ouvertes pour voir si l'ambiance, le fonctionnement vous conviennent. C'est un lieu dans lequel vous allez vivre
pendant 2 ans, hein, il est bien que vous l'ayez approché, que ce soit vous qui l'ayez choisi en fonction de critères de niveau, mais aussi d'ambiance, de fonctionnement, quelque chose qui vous plaise. Encore une fois, c'est très important. Voilà, donc on est arrivé à la fin de notre exposé. Je vous propose qu'on passe aux questions et on va le faire de la manière suivante. On va demander à l'un d'entre vous, qui va se dévouer, de faire passer le micro dans la salle. Et on va prendre une série de questions pour pouvoir répondre de manière regroupée, plutôt que de prendre une question, une réponse, une question, une réponse. Donc on va prendre une dizaine de questions, ça vous permettra de les compléter, et ensuite on répondra en essayant de les regrouper. Donc est-ce qu'il y en a un qui se dévoue pour faire passer le micro? Un jeune là? Qu'est-ce qui se dévoue? Tiens, toi. Ouais. Tu m'as l'air très bon là, très bon pour ça. Voilà. Bon alors, puisqu'il y a pas de première question, on va passer tout de suite à la seconde. Vous êtes convaincus, vous êtes tous partants pour une classe prépa, on va faire un petit sondage. Qui envisage d'aller en classe prépa scientifique? Bon, bah, écoutez, s'il n'y a pas de questions, on vous souhaite alors, s'il y a une question, non? Eh bien, voilà une question, voilà, ici devant. Est-ce que si on a une idée de spécialité, il vaut mieux directement se diriger vers une école d'ingénieur spécialisé ou alors faire une école d'ingénieur généraliste et se spécialiser en fin de parcours? Bon, on va répondre sur votre question. Je crois que l'avantage des écoles généralistes, c'est qu'elles permettent souvent d'affiner son choix. Hein, quand on a une idée de quelque chose, c'est quelque chose qui peut évoluer au fur et à mesure du temps, avec les stages, et on peut quelquefois se rendre compte qu'un rêve qu'on avait, ou une idée qu'on avait, quand on est confronté à des éléments concrets, on va se rendre compte qu'on n'aime pas tant que ça. Donc l'avantage d'une école généraliste, c'est qu'elle vous permet à la fois, la plupart du temps, de poursuivre malgré tout dans la voie initiale, si elle est conforme, si vous continuez à être intéressé, mais elle vous permet éventuellement plus facilement de changer de voie si vous vous apercevez dans la pratique que vous n'êtes pas, qu'en définitive, ce n'est pas vraiment votre tasse de thé. Donc si tu as un niveau suffisant, alors souvent les écoles généralistes sont d'un niveau un peu plus élevé. Donc si tu as un niveau scolaire suffisant pour aller dans une école généraliste, tu peux essayer cette voie-là. Par contre, prendre déjà des écoles spécialisées, c'est un peu comme les écoles à prépa intégrée, c'est une voie sûre pour ceux qui n'ont pas envie de rentrer un peu dans la logique de la compétition. La section BCPST conduit vers des écoles de vétérinaires ou des écoles d'agroalimentaire, mais est-ce qu'elle peut conduire à des écoles, par exemple de biologie, de génétique, qui normalement n'auraient pu être accessibles que par des écoles de médecine? Alors, oui, mais il faut sans doute passer, dans ces cas-là, par les écoles normales sup. Donc, il faut vraiment arriver à passer par le haut, parce qu'une fois que tu rentres à normale sup, tu peux pratiquement tout faire. Hein. En revanche, si tu es dans une... Je ne suis pas sûr que tu puisses aller faire ce type d'école, enfin, je ne connais pas le détail. Hein. Cette voie-là est peut-être davantage accessible par l'université. Quels sont vos principaux critères de recrutement au niveau du dossier? Alors, ce que nous souhaitons voir dans les dossiers, c'est évidemment si
votre point de départ académique, en particulier en sciences, est compatible avec une classe préparatoire scientifique. Ça, nous avons quel point pour le voir. Nous avons vos notes, mais surtout la place dans la classe, le niveau de la classe et l'appréciation que vos professeurs, chacun de vos professeurs va nous donner sur votre capacité à suivre et à vous adapter en classe préparatoire. Et puis nous disions tout à l'heure, il va falloir donc développer votre potentiel, la ténacité, être très adaptable. Et donc nous cherchons à compléter ces informations, je dirais, académiques par des informations sur votre personnalité, au travers également des commentaires que veulent bien nous donner vos professeurs, et puis au travers d'une lettre de présentation, motivation, dans laquelle nous vous demandons, après, ça vous fait faire un travail de réflexion sur votre projet, vous décrivez votre projet, vous décrivez votre personnalité, vos points forts, vos points faibles. Vous voyez, nous essayons, nous, d'apprécier, est-ce que vous allez pouvoir, avec, je dirais, bonheur, vous adapter au système de la classe préparatoire. Est-ce que vous allez être tenace? Est-ce que vous allez, potentiellement, vous êtes bien apte à suivre des conseils? Donc, par exemple, lorsque nous voyons des dossiers, c'est très bien en mathématiques, c'est très bien en physique, et en espagnol, LV2 aurait intérêt à suivre en cours, et en gros, à ne pas faire le zouave. Alors pour nous, c'est pas très bon. Ça veut dire que quand ça vous intéresse, vous êtes bien concentré, bien mobilisé. Et puis si l'intérêt est un peu moindre, voilà, vous vous permettez une certaine distance qui n'est pas bonne ni pour vous, ni pour le groupe. Donc vous voyez, c'est tout voilà, tout l'ensemble de votre profil que nous cherchons à appréhender au travers de votre dossier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand les prépas essayent d'évaluer votre niveau et votre potentiel scolaire, c'est parce qu'en fait, il est important que le groupe de la classe soit à peu près homogène. Vous imaginez que vous vous entraînez pour une épreuve olympique, par exemple le marathon. Vous vous rendez compte, si on mettait dans le même groupe d'entraînement ceux qui courent à 15 km/h et ceux qui courent à 10 km/h. Les autres seraient forcément complètement épuisés au bout de 5 minutes. Donc c'est important d'avoir des groupes classes relativement homogènes, et c'est pour ça qu'il y a cette fameuse, entre guillemets, hiérarchie des prépas. C'est pas tant parce que, voilà, c'est parce que ça permet aussi d'avoir des groupes classes assez homogènes. Alors, il y aura forcément un premier et un dernier dans chaque classe, ça ne change rien, mais c'est différent d'être dernier en étant dans le peloton, ou d'être dernier en étant 5 points derrière parce qu'on n'arrive pas à s'accrocher. Donc ne voyez pas la sélectivité des classes préparatoires forcément comme un côté qui va à l'encontre des élèves en essayant à tout prix de prendre le meilleur, de s'arracher le meilleur. Donc c'est d'abord l'idée de former des classes relativement homogènes. Et d'ailleurs en deuxième année, au sein d'un même établissement, on a le recul pour pouvoir proposer des classes étoilées et des classes non étoilées. C'est le même programme, les mêmes concours, mais on va mettre en classe étoilée le groupe d'élèves qui va plus vite en définitive, qui va pouvoir aller plus vite et qui va pouvoir s'entraîner d'une manière optimale. Et on met ensemble en classe non étoilée le groupe d'élèves qui sont un peu plus lents et qui vont pouvoir aussi entre eux s'entraîner de manière optimale. Je voulais savoir si pour faire une PCSI, il faut absolument faire physique-chimie en spécialité en terminale S. Non, il n'y a pas d'obligation de spécialité, ou plutôt d'option pour choisir l'un ou l'autre. Bon, c'est sûr que nous, en tout cas, en particulier à Sainte-Geneviève, pour ceux qui veulent faire MPSI, où il y a quand même une intensité de mathématiques forte, c'est quand même fortement recommandable d'avoir fait l'option maths. Mais à l'inverse, pour faire PCSI, avoir fait l'option physique ou l'option maths, c'est tout aussi intéressant. C'est vrai que l'enseignement de spécialité, je pense que vous l'avez choisi en fonction de vos goûts. Et si on a du goût pour l'abstraction, ce qui vous fera entrer en MPSI, en amont,
on a plutôt choisi la spécialité maths. Pour PCSI, comme vous l'avez vu sur les graphiques, il y a encore beaucoup de mathématiques, certes plus l'outil au service des sciences physiques, mais quand même pas mal de mathématiques. Donc avoir fait spé-maths ou sciences physiques, c'est indifférent. Puis il faut bien que vous voyez que l'avance, je dirais, que vous donne l'enseignement de spécialité est minime en termes de hauteur de marche par rapport à ce qu'on va vous demander de franchir. Donc, si vous voulez, c'est un petit peu balayé par la vague suivante. Est-ce que vous faites attention au classement de l'école ou au niveau? Et est-ce que vous différenciez privé et public quand vous prenez sur dossier? Nous, en ce qui nous concerne, en tout cas, on ne différencie pas du tout privé et public. On a des élèves qui viennent des deux, à peu près moitié-moitié d'ailleurs. Et en ce qui concerne le niveau des établissements, forcément on en tient un petit peu compte, bien sûr, mais on prend par exemple à Sainte-Geneviève des élèves qui viennent de toute la France, de 250 lycées différents. Donc ça montre bien que voilà, tout le monde a ses chances. On essaye d'évaluer chaque dossier pour ce qu'il est, en essayant, parce que c'est pas la faute ou la chance d'un jeune d'être dans tel ou tel quartier ou telle ville. Voilà. Donc on essaye d'évaluer la qualité de chaque dossier. Voilà. Nous, c'est pareil, et je pense que nous parlons au nom de tous les établissements. Il n'y a pas d'ostracisme du public vis-à-vis du privé, ni du privé vis-à-vis du public. Et après, c'est ce que M. Darny disait. L'intérêt, c'est que le groupe classe ait une homogénéité suffisante pour que ça soit dynamisant. Donc, chaque établissement va avoir à cœur de tenir compte de tous les paramètres. Et c'est vrai que l'établissement lui-même d'où vous venez est l'un de ces paramètres, donc il est forcément pris en compte dans l'ensemble des paramètres pour faire vraiment une évaluation la plus fine et la plus juste possible.